Madame, Monsieur, bonjour. Provoquer la peur, couper les vivres, la stratégie de Poutine en Ukraine a déjà provoqué la fuite d'1,5 million de réfugiés en 10 jours. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le récit des dernières heures dans ce journal, on y revient dans un instant. En France, on se dirige tranquillement vers le printemps. Voyons tout de suite les prévisions météo d'Evelyne Delia. C'est donc un lundi au soleil, seulement quelques nuages cet après-midi sur la Bretagne, près des Pyrénées et du sud-est à la Corse, avec des averses et des flocons en montagne. Les gelées étaient parfois fortes ce matin, vous l'avez senti, et les températures resteront souvent fraîches cet après-midi. Pas plus de 6 degrés par exemple à Rouen et à Nancy, 7 à Langres et Lille, 8 à Paris, 9 à Rennes et Dijon, 10 à La Rochelle, 12 à Grenoble, 13 à Bordeaux et Perpignan et jusqu'à 14 degrés à Marseille. Au 12e jour de l'offensive russe en Ukraine, les bombardements se poursuivent. Pour permettre l'évacuation des civils, Moscou a proposé l'instauration de couloirs humanitaires dans les villes de Kiev, Kharkiv, Mariupol et Soumy. Une mesure contestée par le gouvernement ukrainien qui juge les modalités inacceptables. Les explications de Joséphine Devambay avec Joseph Lacroix-Namias et Pauline Normand. Les bureaux des autorités locales de Kharkiv, ravagés par les flammes hier soir. Mais les lieux de pouvoir ne sont pas les seuls à être ciblés. Des immeubles résidentiels sont également bombardés. Des centaines de milliers d'habitants y vivent toujours. Hier soir, les Russes ont continué de ravager systématiquement Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. La bataille se joue dans les airs. Sur cette image, un soldat ukrainien exulte. Un avion russe vient d'être abattu. L'après-midi déjà, le centre-ville était en ruine. Au pied de ces immeubles calcinés, 3 civils piégés près d'une voiture. L'obus est tombé entre les immeubles. Ici, il n'y a que des habitations, une école, des jeux pour les enfants. Regardez la violence de l'explosion. Les habitants sont coincés dans les abris. Impossible de sortir acheter de la nourriture en sécurité. L'université de la ville et le gymnase ont également été pris pour cible. Un cessez-le-feu a été promis par l'armée russe dès ce matin 10h et l'ouverture de 6 corridors humanitaires depuis 4 villes, Kharkiv, Kiev, Mariupol et Soumy. Mais 4 d'entre eux conduiraient les réfugiés ukrainiens vers la Biélorussie et la Russie. Une façon d'empêcher que ces routes soient utilisées dans l'autre sens pour rapporter du matériel humanitaire et des armes depuis l'Occident. La Croix-Rouge, les Européens souhaitent faire rentrer des vivres, des médicaments, des secours de différents types, qui est donc un double sens. Mais ça n'est pas du tout la posture des Russes. La posture des Russes, c'est d'utiliser les masses de civils comme une arme de guerre. Le Kremlin pourrait être tenté d'utiliser l'image de ces centaines de milliers de réfugiés ukrainiens comme arme de communication. C'est ce que craint le gouvernement ukrainien. Irpin, c'est à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Depuis ce week-end, les attaques se poursuivent pour faire tomber cette ville stratégique au nord-ouest de la capitale. Florian Litzer a assisté ce matin au flot ininterrompu de civils qui ont de plus en plus de difficultés à fuir. Ici, au principal point d'évacuation des réfugiés d'Irpin, ils sont amenés depuis la sortie de la ville par notamment des ambulances, par des bus. Ce sont les secouristes ou voire des volontaires qui les conduisent. Et vous voyez, ils les sortent de ces véhicules, les amènent ici où on leur offre de l'eau, une boisson chaude. Ce sont des gens qui vivent l'enfer depuis plus d'une semaine, coincés dans la ville sous des bombardements constants. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont là en fait en train d'attendre, des gens qui viennent parfois de toute l'Ukraine et qui espèrent ici retrouver leurs proches. On a discuté avec des gens, un monsieur notamment, qui nous disait qu'il était sans nouvelles de sa fille depuis plus de 2 jours, que son mari avait été tué. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent se renseigner, voir s'ils reconnaissent des visages, si un prénom peut dire quelque chose à quelqu'un. C'est très émouvant. Regardez là, ces 2 personnes qui viennent de se retrouver, qui se font la bise. Ce monsieur qui vient de retrouver cette dame visiblement et qui va tout de suite l'emmener en sécurité loin d'ici parce qu'on entend toujours des bombardements constants tout autour de nous. Les Russes ne cessent de se rapprocher et la situation est de plus en plus tendue ici. Les troupes russes continuent donc d'avancer vers Kiev. Si les combats accentuent les départs civils, d'autres souhaitent rester coûte que coûte. Benoît Cristal, Charis Soiri et Régis Rouanet. Un char ukrainien se dirige vers le nord de Kiev. Alors que les combats se rapprochent de la capitale, beaucoup de civils décident de partir par le train.
À la gare centrale, nous rencontrons ces habitants d'Irpin, épuisés, qui ont dû fuir leur ville à pied. Moi, je veux que la guerre se termine le plus vite possible. Je voudrais rentrer chez moi. Hier, on a vu une famille se faire tuer. C'est l'enfer là-bas. J'ai des demandes d'évacuation toutes les 3 secondes. Il y a encore des civils aux abris qui veulent évacuer. Pas de mouvement de panique ici. Les évacuations sont maintenant organisées, avec une quinzaine de trains par jour en direction de l'ouest. Mais l'angoisse de l'exil se lit sur tous les visages. Je ne sais pas si mon mari peut venir avec nous. C'est la mobilisation générale ici. Moi, je mets ma fille en sécurité. Après, je veux revenir. Les plus fragiles doivent partir, coûte que coûte. Mais en ville, il y a toujours des habitants. Les rares magasins ouverts sont certes pris d'assaut, mais comme nous le constatons ici, il n'y a pas de pénurie. La vie s'organise pour un siège qui pourrait durer longtemps. Vous n'avez pas peur des Russes? Non, on n'a pas peur. Vous avez vu notre peuple? Les gens ici sont extraordinaires. Vive l'Ukraine, on finira par l'emporter. Moi, je suis née ici et je mourrai ici. La route reste ouverte vers le sud. Mais après les bouchons de ces derniers jours, les habitants de Kiev hésitent à fuir en voiture. Le voyage jusqu'en Pologne peut durer jusqu'à 3 jours. Il est éprouvant. À part le cas particulier de Mariupol, les corridors sont toujours restés ouverts pour les populations civiles. L'annonce russe ressemble donc plutôt à une tentative de faire fuir les Ukrainiens encore plus rapidement. Et dans une interview exclusive d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine, réalisée par Ruth Elkrieff, le chef de l'État dénonce le cynisme de Poutine à propos de ces couloirs humanitaires. On l'écoute. Il faut que les acteurs de l'humanitaire puissent intervenir, qu'il y ait donc des trêves complètes quand ils interviennent pour mettre en protection les femmes, les enfants, les hommes qui doivent être protégés et pouvoir les sortir de la zone de conflit. Donc ce n'est pas simplement des couloirs qui sont tout de suite menacés et ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire on va aller protéger les gens pour les emmener en Russie. Tout ça n'est pas sérieux, c'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette première interview du candidat Macron tout de suite après ce journal sur LCI. Plus au sud, la ville portuaire d'Odessa représente un point stratégique pour l'armée russe du fait de sa proximité avec la mer Noire. On y retrouve maintenant Esther Lefebvre. Bonjour Esther. La crainte des habitants grandit de jour en jour à Odessa. Oui, ce matin, dans les rues d'Odessa, nous avons vu des militaires nettement plus nombreux que ces derniers jours et beaucoup de combattants civils de la résistance nationale postés à chaque coin de rue sur le qui-vive pour surveiller les allées et venues et aussi pour barricader un peu plus les rues de la ville. Ces habitants se préparent face à l'imminence d'un assaut russe et il y a un sujet de conversation qu'on a entendu plusieurs fois dans les rues cet après-midi sur les trottoirs. C'est Mykolaïev. Mykolaïev, c'est une ville qui est à une centaine de kilomètres d'ici. Là où le combat fait rage depuis 4 jours entre l'armée ukrainienne et l'armée russe qui pour l'instant est bloquée. Alors la question que tout le monde se pose ce lundi, c'est est-ce que la Russie va attendre de remporter cette victoire à Mykolaïev avant d'attaquer Odessa? Évidemment, pour l'instant, personne n'a la réponse. Merci beaucoup Esther. Je vous le disais en ouvrant ce journal, plus d'1,5 million d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays pour échapper au combat. Les 2 tiers vers la Pologne voisine. À partir de là, la plupart vont poursuivre leur exil. Comment sont-ils accueillis, puis dirigés vers les autres villes polonaises et aussi les différents pays européens? Sur place, Frédéric Agnès et Quentin Blanchou. Medica, l'un des 8 points de passage le long de la frontière avec l'Ukraine. Premier moment de réconfort. Et dans la tête, la suite du voyage. Oksana ira à Varsovie avec ses enfants. Je ne pense pas que je reviendrai en Ukraine, sauf si on me demande d'aller chercher des documents. Mon rêve maintenant, c'est que tout aille bien, qu'on ait de l'argent et qu'on vive normalement. Irina entend bien revenir un jour chez elle, mais pour le moment, elle part à l'autre bout de l'Europe. Je vais en France. Pourquoi la France? J'ai des amis là-bas. Les réfugiés qui arrivent au poste frontière de Medica n'ont pas vocation à rester ici. Ces personnes que vous voyez vont monter dans des bus et ils vont être emmenés dans une ville qui est à 10 km. À Pchelmech, un centre commercial transformé en première base d'accueil. Comme nous l'explique
Djegosh, l'un des nombreux bénévoles. D'abord, on leur offre ici un endroit pour se reposer, pour dormir. Et après, on s'occupe des transports pour les envoyer vers les plus grandes villes, Varsovie, Cracovie. Interdit pour nous d'entrer ici, mais nous avons reçu ce matin une vidéo tournée à l'intérieur de ce centre d'accueil similaire à une trentaine de kilomètres. Ce matin, il y a beaucoup de monde par rapport à hier. Donc c'est l'accueil principal ici. 100 km plus loin, Rzeszów. Rien qu'hier, 5000 Ukrainiens sont arrivés ici. Face à cet afflux de réfugiés, 900 000 en Pologne, c'est tout le pays qui doit faire face. Et puis dans les Ardennes, un village d'une centaine d'habitants vient d'accueillir 10 réfugiés venus d'Ukraine. Depuis leur arrivée, une chaîne de solidarité s'est créée. Les dons affluent, un élan de générosité que nous racontent Guillaume Gruber et Vincent Rucli à Heuilly et Longbu. Dans ce village ardennais de 110 habitants, chacun a fait un effort de solidarité. On a été submergés avec des dons vestimentaires, des jouets. Il y a aussi de la nourriture. Récoltés en un jour, ces gestes ont permis d'accueillir dans la commune une famille ukrainienne qui a fui la guerre. C'est incroyable, moi j'ai été vraiment surpris de la solidarité, c'est vraiment très, très beau. Les gens ils sont vraiment mobilisés. Anastasia est arrivée la semaine dernière avec ses 4 enfants et son mari. Avant, ils habitaient dans le Donbass. Ils ont dû tout laisser derrière eux pour se réfugier dans ce village. Nous avons très heureux parce que beaucoup aident chaque personne, cette ville et France, tout le monde France. Merci, merci beaucoup. Aider ces Ukrainiens, qui ont des racines familiales dans la commune, semblait être la moindre des choses pour les habitants. C'est quand même normal, c'est des gens qui sont dans la misère. Il faut les aider. Surtout ici, on a une ambiance très familiale et on les intègre avec nous comme s'ils étaient là depuis toujours. Pour chauffer sa maison, Oleg, le grand-père, a pu compter sur des dons de fioul et de bois. Nous sommes très heureux d'avoir pu ramener notre famille en France. J'ai prié Dieu tous les jours pour que les choses se passent bien et là je suis soulagé. Il a su répondre à toutes mes prières. Les placards de la famille sont désormais bien remplis. Tania, la grand-mère, est enfin rassurée. Aujourd'hui, nous, ici, sécurité. Anastasia, Benjamin et leurs 4 enfants ont passé 5 jours dans cette voiture. Ils ont fait près de 3000 km pour rejoindre la France. Dorénavant, ils espèrent que leur avenir sera serein dans les Ardennes. En revanche, certains réfugiés ukrainiens qui veulent se rendre au Royaume-Uni se retrouvent tout simplement bloqués à Calais, faute de visa. La ville se retrouve une nouvelle fois le théâtre d'un drame de l'immigration. Sur place, reportage de Marion Fiat et Thierry Chartier. Tania est étudiante en Ukraine, à Tchernivtsi, près de la frontière roumaine. Avec sa mère, elle pensait rejoindre son père qui vit en Angleterre, mais elles ont été refoulées car les Britanniques exigent un visa pour les exilés ukrainiens. Heureusement, elle a été accueillie ici en urgence, en attendant les formalités administratives. On n'avait pas prévu de rester si longtemps sans rien, mais mon père avait préparé des affaires chez lui. Mais on est bien, les gens nous aident. Depuis le 28 février, 517 Ukrainiens ont tenté de rejoindre l'Angleterre via le ferry ou le tunnel. 250 ont été refoulés. Michael vit en Angleterre et il a dû venir jusqu'ici pour récupérer sa femme et sa fille, venues d'Ukraine. C'est difficile parce que je veux juste rentrer chez moi avec ma famille. C'est problématique et heureusement qu'il y a cet endroit. On a de la chance. Ils nous disent d'aller en France, de faire un visa, puis de revenir. C'est n'importe quoi. Depuis mercredi, des familles ukrainiennes sont accueillies à la hâte ici. 140 personnes au total dans ce centre. Et tout de suite, les dons ont afflué. Les Calaisiens ont répondu à un appel relayé par les réseaux sociaux. On s'est imaginé qu'ils étaient quand même démunis. Ils n'ont pas dû venir avec une malle ou voilà. Donc on s'est fait du souci pour eux et je crois en 1 heure de temps, on a pu amener des habits. On n'avait pas beaucoup de choses pour les bébés aussi, hein, des couches, des produits d'hygiène. La France, qui a vivement critiqué l'attitude de l'Angleterre dans cette gestion d'accueil des exilés, a demandé la mise en place d'un consulat provisoire à Calais. Mais pour l'instant, cette demande n'a pas abouti.
La solidarité avec les Ukrainiens qu'on retrouve à la une de tous vos journaux ce matin ou presque, avec par exemple la République du Centre qui se demande comment les aider, Nice Matin qui met en photo ceux qui sont arrachés à leur patrie, mais aussi le Républicain Lorrain qui accompagne le convoi de la solidarité. Il est vrai que depuis le début de cette guerre, de nombreux Français, comme on vient encore de le voir, se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés. Reportage à Landerneau, Delphine Sidbon, Paul Gély et Marine Der. Celui-là, on vient de le recevoir ce matin, donc on va pouvoir le transférer à côté. Ok. Donc tu le prends. Ce n'est pas le jour des livraisons dans cette épicerie de Bretagne. Marion et Gaël ont les bras chargés de dons pour l'Ukraine. Et comme la réserve du magasin n'était pas assez grande pour les stocker tous, elles se sont fait prêter ce local juste à côté. Et ce n'est pas du luxe. On a reçu beaucoup de dons pour les enfants, que ce soit peluches, turbulettes, pyjamas. Il y a une montagne de colis. C'est la première fois que Marion, la gérante de l'épicerie, et Gaël, qui vient lui prêter main forte, s'engagent pour une cause. Ouais. Ça me prend aux tripes en fait. Je vois ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est raconté à la télévision, aux journaux et tout ça. Je me dis que si nous, ça nous arrive, comment le monde réagirait aussi. Toutes deux sont bouleversées par l'engouement auquel elles assistent. Quand j'ai reçu le petit papy à l'épicerie qui dit « Ah bah, j'ai amené des petits Doliprane au fond de mon sac parce que j'en ai trop chez moi, mais j'ai mis aussi les peluches pour les enfants. » Et là, ça peut que toucher, quoi. Les associations nationales comme Médecins sans frontières constatent aussi le très fort engagement des Français. En un mois, plus 50% de dons. Les gens se mobilisent directement sur notre site web. On a un trafic qui a explosé. On était notamment le 28 à plus de 100 000 visites par heure, ce qui était absolument hors du commun pour msf.fr. Même tendance dans cette autre grande association, Médecins du Monde. En quelques jours seulement, rien que sur Internet, 500 000 € de dons ont été collectés. C'est 20 fois plus que pour une collecte classique. Alors malgré la guerre, la vie continue tant bien que mal en Ukraine, avec par exemple cet enfant qui traverse le pays seul ou ce couple qui décide de se marier sur le champ de bataille, Laurent Aubaine. Il est arrivé tout seul au poste frontière slovaque. Un garçon de 11 ans, bien emmitouflé, un sourire sur son visage, avec un petit sac à dos, son passeport et un numéro de téléphone écrit sur sa main. On ne connaît même pas son prénom, mais on sait que sa mère l'a déposé dans un train, plus de 1000 km parcourus entre Zaporozhye et la frontière slovaque. Ses parents ont dû rester en Ukraine pour s'occuper d'une mère handicapée. Je suis très reconnaissante qu'on ait sauvé la vie de mon enfant. Dans votre petit pays, il y a des gens au grand cœur. S'il vous plaît, sauvez nos enfants et donnez-leur un abri. Des proches du petit garçon sont venus à la frontière le chercher pour l'emmener loin de la guerre, à Bratislava, la capitale. Il suffit parfois de quelques mots, de quelques gestes pour oublier le temps d'un instant la guerre et les bombardements. Un baiser, un bouquet de fleurs et un hymne. Dans un endroit improbable, au bord d'une route, ces deux combattants ont décidé de se marier pour conjurer le sort peut-être, croire en un avenir meilleur sans doute. Le maire de Kiev est venu saluer le couple. Il faut plus de fleurs. Les garçons, est-ce que je peux embrasser la mariée? Les jeunes mariés sont aussitôt repartis en position sur leur poste de contrôle à l'entrée de Kiev, la capitale. Si Vladimir Poutine semble jusqu'ici résister aux pressions internationales, une partie de la population russe, elle, commence à protester. Parmi les manifestants descendus dans la rue ce week-end, plus de 4600 ont été arrêtés. Le Kremlin durcit le ton. Une nouvelle loi réprime les informations dites mensongères sur l'armée russe. Elle vient d'être adoptée. Julien Crescent et Agnès Kirali. Non à la guerre, scandent ces manifestants rassemblés hier à Moscou. Le rassemblement est interdit. Certains sont vite interpellés. Par la force, comme cette femme portée par 4 policiers. Dans ce qui ressemble à un acte de résistance, ces hommes chantent l'hymne ukrainien. D'autres sont emmenés dans le silence et sans résistance vers les fourgons des forces de l'ordre. À Moscou, ici à Ekaterinbourg et dans 60 villes russes,
4600 personnes auraient été interpellées ce week-end, selon des ONG locales. Le Kremlin durcit le ton et n'hésite plus à arrêter des familles entières. Sur ces photos fournies par un député de l'opposition, 5 enfants en état d'arrestation, dans un fourgon surveillé par des policiers. Leur délit, avoir manifesté avec leurs parents devant l'ambassade ukrainienne. Sur cette vidéo, l'un d'eux s'adresse à sa mère de l'autre côté de la grille. Pourquoi ils ne te laissent pas sortir? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens se rassemblent contre la guerre. Tous auraient finalement été relâchés après plusieurs heures passées au commissariat. Conséquence directe de cette guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et des matières premières vont continuer d'augmenter. C'est le cas par exemple de l'essence. Le litre de gazole coûte 1,88 € en moyenne, le samplon 95 1,87 €, toujours en moyenne. Ces deux carburants n'ont jamais été aussi chers. Reportage en région parisienne, Patrick Mimine et Bruno Chastanier. Alors que les prix de l'essence à la pompe atteignent des niveaux historiques, avec près de 2 € le litre de samplon, la guerre en Ukraine fait aussi flamber les prix des matières premières et des produits de première nécessité. Selon la FNSEA, la guerre pourrait faire augmenter les dépenses alimentaires de 10 à 12 € en moyenne par mois pour une famille de 4 personnes. Les pâtes, le pain aussi, ça augmente. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de choix. On achète moins, on prend des choses basiques. Le pouvoir d'achat, ça devient compliqué. Tout ce qui est alimentaire et tout, je vois, on fait rien avec moins de 100 €, quoi. Le prix du gaz, lui aussi, vient de battre un record historique, à 345 € le mégawattheure. Ce retraité le constate mois après mois sur ses factures. L'année dernière, il payait environ 200 € par mois. Cette année, sa facture mensuelle est de 295 €. C'est une augmentation pour moi de presque 90 € par mois, bien sûr. Je chauffe uniquement que les pièces sur ce qu'on habite. Plus que jamais, il fait attention à ses dépenses. Il imaginait changer prochainement de voiture, mais il va devoir revoir ses projets. Voilà, 7-8 ans quand même. Donc pour le moment, il n'y a pas question pour en acheter une autre. En effet, le prix des matières premières comme l'aluminium, le nickel, flambe aujourd'hui et devrait se répercuter à terme sur le prix des voitures. Pour bloquer la hausse des prix de l'énergie, notamment le gaz et l'électricité, le gouvernement devrait dépenser cette année au moins 22 milliards d'euros. Le pouvoir d'achat qu'on le retrouve, on l'imagine, au centre de la campagne pour l'élection présidentielle. À 34 jours du premier tour, c'est ce que vous avez confié à Isabelle Marie, Iker Zabala et Éric Béra. Deuxième épisode de la campagne du 13h entre la Haute-Vienne et la Loire. Il est 5 h du matin. Dans quelques heures, Stella et Grégory, jeunes boulangers tout juste installés il y a 2 mois, partiront en tournée, vendre leur pain. Les plus grosses tournées, on est à 120 pains, 140 baguettes à peu près. Des baguettes qu'ils vendent aujourd'hui un peu plus cher, prix du fioul oblige. Ils en brûlent 500 litres par mois rien que pour le four. En un mois, après, il a pris 6 centimes, donc bon, ça a dû se répercuter un peu sur le pain, quoi. Ça veut dire que vous avez été obligé d'augmenter le prix de votre baguette? Oui, oui. De combien? De 10 centimes. Augmentation du fioul, de la farine aussi, plus 6 centimes par kilo. C'est justement jour de livraison ce matin-là, alors autour du café, le sujet est tout trouvé. Ça coince un peu partout financièrement, on va dire. Et les commerçants, ils vous en parlent de ça? Oui, très dur. Vous avez l'impression de plus vous en sortir? Ah si, ça va encore, mais c'est ceux qui arrivent derrière. Vos enfants, par exemple? Mes enfants, même mes collègues, il y en a des plus jeunes, bien plus jeunes, c'est inquiétant pour eux, quoi. Allez. Le coût de la vie, sujet d'avant présidentiel entre crainte et espoir, qui s'impose aussi parfois pendant la tournée. Généralement, c'est des personnes âgées. Ils nous parlent de leur retraite, ils sont pas grand-chose, il faut qu'ils comptent. Bonjour. Premier arrêt chez Marie-Françoise. On est filmé aujourd'hui, ça vous dérange pas? Marie-Françoise qui ne veut pas dire son âge, mais veut bien parler politique. 4 pains. 4 pains aujourd'hui. Les retraites d'agriculteurs sont pas énormes, hein. Donc il faut faire attention, faut essayer d'arriver au bout, hein. Et vous espérez que le prochain président prenne en compte tous ces soucis? C'est pas évident pour lui non plus, hein, de gérer tout ce qu'il y a à faire, mais il va falloir, c'est vrai, faire quelque chose, quoi. 1000 km par semaine, 60 clients à livrer chaque jour. Vous allez bien?
La tournée pour nos jeunes boulangers, On a TF1 avec nous aujourd'hui. c'est 80% de leur chiffre d'affaires entre attentes souvent et déception parfois. Oui, on est psychologue. Psychologue, non, mais bon, on voit que pour tout le monde, c'est le même discours. Les gens ne s'en sortent pas. Ils pensent que le gouvernement les délaisse un peu. Sur cette exploitation, avant, on sortait 5 salaires. Et maintenant, on a du mal à en sortir 2. Il faut vraiment être fou pour être agriculteur, boulanger ou autre. Mais j'ai déjà écrit à Macron. On était 2 millions avant, mais on est 400 000. Ça compte pas pour le vote, hein, ça compte pas. Le coût de la vie, énergie, alimentation, produits du quotidien, voilà ce qui préoccupe principalement les Français que nous avons rencontrés dans les villages traversés pour ce reportage. Et ils le disent, vous allez voir, après la Haute-Vienne, nous allons dans la Loire. Nous y avons rencontré Éléonore, coiffeuse itinérante. Elle s'installe régulièrement au cœur de ce petit marché. Mais c'est vrai que pour les vacances de Noël, vous avez eu moins de clients. J'ai travaillé la dernière semaine avant Noël, en fait. Le reste du mois était très calme. Et je commençais un peu à stresser quand même. Et vous faites plus attention, madame? Oui, 3 enfants, le budget course, il est énorme. Les dépenses extrascolaires. Moi, même les courses, je le vois. Hein. Je fais plus cher par semaine qu'avant. Hein. Et je n'ai pas plus. On ne sait pas trop où on va, mais j'ai un tempérament assez optimiste. Ouais. J'y vais. Et comme ce qui se dit chez la coiffeuse doit rester secret, ce qui se passe dans le camion reste dans le camion. Nous sommes allés prendre le pouls de ce marché de village. Bonjour. Cela tombe bien, Madame la maire, ce matin-là, fait ses courses. Une tête d'ail aussi. C'est aussi tabou, toutes ces choses-là. Les gens ne vont pas venir se plaindre. Il y a une discrétion, c'est la fierté un petit peu, voilà. Et au détour d'une question, une parole qui se libère. Le cours de la viande est en train de grimper, voilà. Je ne sais même pas comment les gens font à l'avenir pour réellement s'alimenter correctement. Il y a eu beaucoup de promesses de fête et c'est pas tenu. Et puis voilà, maintenant les gens en ont un ras-le-bol. Et ils vous en parlent, ça, des gens qui ne vont pas aller voter, Madame le maire? Ils nous l'ont pas dit mais on a peur, voilà, d'une abstention importante pour ces nouvelles élections. Il reste 5 semaines avant la présidentielle et beaucoup encore à entendre et à raconter. Aujourd'hui, c'est confirmé pour cette élection présidentielle. Vous aurez le choix entre 12 bulletins au bureau de vote le 10 avril prochain, jour du premier tour. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, vient de dévoiler la liste officielle des candidats. Il n'était que 11 en 2017. Et le dernier qualifié, c'est Philippe Poutou, qui a obtenu de justesse ses 500 parrainages. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste se présente pour la 3e fois consécutive. Il avait récemment critiqué le principe du parrainage qu'il jugeait antidémocratique. On peut maintenant dire que la campagne est réellement lancée. Tour d'horizon avec Mathieu Desmoulins, Noé Gandillot et Guillaume Vuitton. La journée de Valérie Pécresse a commencé avant le lever de rideau, dans cet hypermarché du Val d'Oise. À la veille de la journée internationale des droits des femmes, la candidate veut parler égalité professionnelle, salaire. Et vous êtes en totale égalité salariale femmes-hommes, j'imagine, parce que... Oui. Sur le sujet, Valérie Pécresse veut renforcer l'apprentissage et mettre la pression sur les entreprises qui ne respectent pas la loi. Et comme preuve de sa volonté d'agir, elle n'hésite pas à jouer la carte féminité. D'une manière générale, évidemment, avoir une femme à la présidence de la République, ça doit changer les choses pour les femmes. Ça ne peut pas être neutre. Rien de tel qu'une présidente pour défendre les femmes, dit-elle. Quelques minutes plus tard, pourtant... Derrière les femmes qui progressent, il y a souvent des hommes qui leur donnent leur chance. Il y a toujours une grande femme derrière un homme. Elle rêve plutôt d'avoir un homme derrière elle au soir du second tour. Marine Le Pen poursuit son duel à distance avec le président sortant. Il est un liquidateur. Liquidateur de la France. La candidate du Rassemblement national présentait ce matin ses propositions pour l'éducation. Suppression de la réforme du bac, réduction du nombre d'élèves par classe. Marine Le Pen en est consciente, difficile de se faire entendre sur d'autres sujets que l'Ukraine, mais hors de question pour elle de bouleverser son agenda. Je pense que c'est une exigence démocratique que de continuer à le faire. Et j'espère que les Français trouveront un moment, une attention pour pouvoir s'intéresser à l'ensemble de ce que nous leur proposons. Pour suivre sa campagne coûte que coûte, Anne Hidalgo a choisi la stratégie inverse. Meeting, manifestation, la socialiste n'a plus qu'un seul sujet à la bouche, la guerre en Ukraine.
Manière aussi de renvoyer certains de ses adversaires à leur position pro-russe. Moi, j'incarne cette gauche républicaine et européenne qui est là et qui dit que nous soutenons aujourd'hui le peuple ukrainien dans sa résistance. Certains sont discrédités, vous diriez? Je ne sais pas crédité ou discrédité, mais les masques sont tombés, ça c'est clair. Malgré les attaques à répétition, aucun sondeur ne donne aujourd'hui Anne Hidalgo en capacité de se qualifier pour le second tour. Et notez ce soir sur TF1 à 23h10, vous pourrez retrouver le 4e et dernier épisode de La bataille de l'Élysée. C'est une série de reportages de François-Xavier Ménage sur les coulisses de la campagne, au programme la guerre en Ukraine qui vient perturber les agendas, les meetings, mais aussi les discours. Dans l'actualité de ce lundi également, la Corse, après l'agression en prison mercredi dernier du militant indépendantiste Ivan Colonna, incarcéré pour l'assassinat du préfet Erignac. Des manifestations ont eu lieu hier à Corté et plusieurs lycées sont bloqués depuis ce matin sur l'île. Reportage Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Depuis ce matin, plusieurs collèges et lycées sont bloqués. Le monde étudiant a depuis la semaine dernière fermé les portes de l'université de Corse. L'agression d'Ivan Colonna, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, a mis ici le feu aux poudres et déclenché la colère. Ivan Colonna a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, c'est un fait. Bon, voilà, la justice a fait son travail, mais je ne pense pas qu'il ait été condamné à être loin de sa famille, loin de sa terre. Voilà, nous, on veut l'application du droit. Et cette colère s'est exprimée hier après-midi. 10 000 personnes ont manifesté. Des heurts violents ont éclaté devant ce mur anti-émeute. Au total, 24 blessés côté manifestants, 4 gendarmes mobiles ont été touchés. La population s'attendait à cette confrontation. L'incompréhension grandit de jour en jour entre les nationalistes et l'État. Notre mécontentement face à ce qui s'est passé, le contexte politique actuel ne nous convient absolument pas et nous sommes très très en colère. Dans la rue principale de Corté ce matin, les gendarmes sont à pied d'œuvre et ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs des violences. Chez les habitants, on ne comprend pas une telle agression en prison. Ce qui s'est passé en prison ne devrait pas arriver. Quand on condamne quelqu'un, on le protège même en prison. On est en colère, il y a l'incompréhension, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas normal. Sur la commune de Linguisette, une villa a été incendiée dans la nuit dans un nouveau lotissement. Des inscriptions revendiquent l'action. Dans les prochains jours, de nouvelles manifestations sont prévues. Attention, si vous vivez en Nouvelle-Aquitaine ou comptez vous y rendre, le trafic des trains est perturbé ce lundi en raison d'une grève des aiguilleurs de la SNCF. Il n'y aura par exemple aucun TGV Paris-Hendaye et de nombreux trajets intercités sont annulés. Le mouvement social a débuté hier, il devrait durer jusqu'à demain matin. Les cheminots demandent des créations de postes et aussi des augmentations de salaire. Le salon de l'agriculture, il a fermé ses portes hier. Le temps est venu pour les exposants et les éleveurs de rentrer chez eux. Parmi les lauréats de cette 58e édition, il y a Neroli, un taureau de 5 ans, originaire de Moselle, champion 2022 du concours bovin charolais. Christophe Buisine et Eric Nappi ont suivi son retour en Saône-et-Loire. C'est la fin d'un périple, 7 longues heures pour rejoindre la ferme de la Condemine au cœur du Charolais. Fatigué, mais le sourire aux lèvres, Frédéric savoure le succès. On ressent la pression qui redescend, de revenir à la campagne, ça fait du bien. Neroli, le plus beau spécimen de l'exploitation, a reçu le prix de championnat mâle de Paris. C'est tout simplement le meilleur taureau charolais de France. Il a une très bonne tête, un très bon devant, une grosse pointe d'épaule et une très belle arrondie de culotte. C'est pour ça qu'il a été sélectionné, qu'il a gagné. Toute la famille est venue accueillir le champion. Ils travaillent ensemble depuis des années et voient le fruit de leurs efforts récompensés. La star, peut-être pas, mais je pense qu'il va être bien chouchouté. Bien sûr, c'est une fierté. C'est un an de boulot pour préparer le taureau. Donc aujourd'hui, c'est satisfaction. Neroli retrouve enfin son pré avec un meuglement de plaisir. Âgé de 5 ans, il pèse la bagatelle de 1650 kg et va désormais être l'objet de toutes les attentions. Je trouve de la joie, je retrouve mon taureau dans son pré, voilà. Il est champion, il a pris du grade. On va les afficher. Il ne reste qu'à accrocher la plaque qui authentifie la victoire dans la ferme familiale. Une fierté mais aussi la garantie de voir ses futurs veaux vendus au meilleur prix. Automatiquement, on aura du monde et une facilité pour les vendre, une plus-value.
Voilà, donc une grande fierté, comme dit Frédéric. Ouais. C'est comme si on avait gagné la Ligue des Champions. Neroli, presque un sportif de haut niveau, heureux après l'agitation parisienne de retrouver son terrain de jeu favori. Faisons maintenant un détour par les Jeux paralympiques de Pékin avec 2 médailles d'or pour la France, grâce à Cécile Hernandez qui a remporté l'épreuve du snowboard cross. Et puis le skieur Arthur Bauchet a ensuite pris la première place du super combiné. Récit d'une matinée en or par Didier Pireski et Delphine Ricois. Une seule erreur et tout peut basculer. Glacer l'ambiance qui monte en France. Arthur Bauchet, parfait jusqu'au bout, s'impose et délivre ses proches à Serre Chevalier. J'ai pleuré quand j'ai reçu une vidéo de la réaction de ma famille et de mes parents et tout. C'est vraiment fou et je crois que je réalise pas encore totalement ce que je viens de faire. Atteint par une maladie qui affecte ses muscles, celui qui marche avec des béquilles se dresse fièrement, avec 2 médailles d'or en 3 jours. Cécile Hernandez, elle, n'y croit pas. Un premier titre paralympique à 47 ans, alors qu'elle ne devait même pas disputer ces Jeux. Sa catégorie, qui rassemble les athlètes touchés au-dessus des genoux, n'avait pas assez de candidates. En combattante, elle a tenté le pari de concourir dans une autre catégorie face à des filles au handicap moins lourd. Courage récompensé par cette médaille, la 5e pour la France. Voici maintenant de quoi rendre jaloux les Marseillais et qui aurait rempli de fierté Jean-Pierre Pernaut le Picard. Le plus grand boulodrome d'Europe se trouve désormais dans le nord, à Douai. 8000 m² dédiés à la pétanque avec pas moins de 192 pistes. De quoi ravir les licenciés du département qui sont parmi les plus nombreux de France. Sébastien Ambert et Tanguy Joire ont assisté à l'inauguration ce week-end. C'est un boulodrome gigantesque à faire pâlir d'envie n'importe quel Marseillais, sauf que nous sommes dans le Nord. 200 terrains pour jouer à la pétanque, à l'intérieur comme à l'extérieur, des gradins, une buvette-restaurant. Inauguré ce week-end, le boulodrome de Saint-Lenoble a d'abord attiré de nombreux curieux. C'est ce qui manquait chez nous, un grand boulodrome comme ça. Ça peut accueillir pas mal de monde. Il y a de très bons joueurs dans le Douaisis. Il y a beaucoup de petits clubs de pétanque et réunir ici dans un grand boulodrome, c'est ce qu'il fallait. Oui, car contrairement aux idées reçues, on joue énormément à la pétanque dans le Nord. Prenez par exemple ces jeunes gens, ils sont passionnés. On s'amuse, on joue entre copains et tout. Et ça va, t'es fort ou t'es pas fort? Ouais, ça va. Ouais. Et à côté, les plus âgés s'entraînent, c'est terriblement convivial, surtout dans un tel espace. J'ai mon beau-frère qui est dans le sud, c'est pas normal qu'on a ça ici. Il est jaloux, le beau-frère? Plus que jaloux même. Et puis pour l'occasion, les organisateurs ont fait venir les champions de France et même du monde, des stars de la pétanque. Je trouve que c'est une très belle reconnaissance pour la pétanque. J'imagine que s'ils ont fait une salle aussi belle, c'est pour y faire des belles manifestations. Et du coup, peut-être que maintenant la pétanque va devenir nordiste. Le boulodrome a coûté 9,5 millions d'euros. Le but, organiser des compétitions et attirer des licenciés. Ils vont pouvoir faire venir les gamins. Les écoles vont pouvoir venir pratiquer en lien avec des clubs de pétanque. On était parti pour ne pas ouvrir tous les jours. Et vu les demandes et l'influence, on va ouvrir tous les jours. Et puis juste à côté, il y a un terrain de billon, un jeu traditionnel proche de la pétanque. L'occasion pour nous de penser à Jean-Pierre Pernaut, qui a été l'un des premiers à montrer ce jeu à la télé, lui qui aimait aussi beaucoup la pétanque. Et sachez que ces obsèques se dérouleront mercredi à 11h en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, dans le 7e arrondissement. À cheval sur les 3 départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, le plateau de Millevaches offre une variété de paysages et de lieux préservés. Premier volet d'une semaine à la découverte du Limousin en compagnie de Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. On l'appelle parfois la montagne limousine. Ce grand plateau granitique en bordure du Massif central est l'un des plus anciens reliefs du Limousin et le plus élevé aussi. Une altitude comprise entre 500 et 900 mètres qui fait du plateau de Millevaches un décor privilégié. On ne croise pas beaucoup de monde dans ces petits chemins-là, hein, c'est vrai. Il peut arriver ici de marcher des kilomètres sans rencontrer personne, même en prenant le temps de s'arrêter. On a l'impression de ne pas vieillir, voilà. D'être toujours en activité, toujours à faire quelque chose. Avancer à son rythme, entouré d'espèces différentes, dans des forêts qui constituent la principale richesse. Il y a des sapins, il y a des hêtres, il y a des chênes, il y a du bouleau. C'est la nature, ouais. On a vraiment l'impression d'être dans
dans un paradis terrestre où rien n'a été touché. Et lorsqu'on quitte la forêt, les petits chemins offrent un tout autre spectacle. Une multitude de sources comme jaillies de nulle part, l'eau partie intégrante de cette nature et révélant parfois des panoramas inattendus. On est quand même des privilégiés, c'est magnifique. Là, on est dans l'exemple type d'un endroit qu'on admire maintenant. Mais quand vous allez venir au printemps et que tous les arbres qui se trouvent devant nous, là, ils seront en feuilles, on ne verra pas ça. Avec les rivières et les étangs, les lacs sont omniprésents sur ce territoire sauvage et quasi désertique. Seuls quelques pêcheurs s'aventurent jusqu'ici. François, on va essayer d'aller vers les Frayères là-bas. Tu sais, le petit coin qu'on appelle le Petit Canada, c'est sympa là-bas, j'aime bien. L'eau qui permettrait même de remonter jusqu'aux origines du nom Mille Vaches. On parle du plateau de Mille Vaches, mais les vaches ici, c'est vaquer, c'est les sources. Donc c'est vraiment un pays, tout le plateau de Mille Vaches, c'est vraiment un pays où il y a beaucoup d'eau en surface, beaucoup de sources. Surtout à cette époque-là, elles sont très actives. Moins connu que celui de Vassivière à quelques kilomètres, le lac de la Vaugelade abrite toute une variété de poissons carnassiers, comme le sandre ou la perche. Ah, j'en ai eu un qui a attaqué, mince. Ils sont très éduqués, ils se sont fait prendre plein de fois, donc à présent, ils font attention quand ils voient passer des trucs en plastique de toutes les couleurs. Ça doit les faire rigoler au fond. Un tête-à-tête qui peut durer des heures dans un lieu préservé de toute activité nautique et apprécié pour son calme. On s'approche de l'absolu au niveau du silence. Là, il n'y a pas de vent en plus, donc on n'entend absolument rien du tout. On peut se laisser aller son esprit un peu n'importe où on veut. C'est très agréable. Et vagabonder, pourquoi pas, sur les traces d'un passé médiéval. À l'autre bout du plateau de Mille Vaches, le petit village de Crau est une ancienne place forte du royaume de France, dont il ne reste que ses 2 tours et leurs vues imprenables. Sur 360 degrés, on a une vue à plusieurs dizaines de kilomètres, voire si on regarde le Sancy quand c'est bien découvert, on est à plus de 100 km en ligne droite, donc c'est une très belle vue. Mais aujourd'hui, l'histoire du village s'écrit derrière les murs de l'école. Par petits groupes, dans des classes à horaires aménagés, les élèves volontaires suivent des cours de musique traditionnelle sur des instruments emblématiques. Quand j'actionne la manivelle, ça tourne en roue. Et après, la corde, elle résonne là. Et quand j'appuie une touche, une petite lamelle au bois vient toucher la corde. Du coup, ça fait un son. Un répertoire du Limousin et du Massif central, auquel les enfants prêtent une oreille attentive. C'est un son que j'aime beaucoup et c'est différent. La musique traditionnelle, c'est jamais pareil que les autres musiques, c'est à peu près tous pareil, je trouve. Il n'y a pas de lecture, pas d'écriture, tout est dans l'oralité. On utilise rarement même le nom des notes. On rentre directement dans la pratique, c'est une musique de transmission orale. Une pratique musicale ancrée sur un territoire où se dévoilent bien des trésors. Voilà la suite demain. Alors dans le contexte international tendu, la bourse de Paris est encore en baisse, moins 0,82%, mais juste au-dessus de 6 000 points, 6 012 points. À suivre la météo d'Evelyne Delia. À 20h, vous retrouverez Gilles Boulot. Sur LCI, vous pouvez retrouver l'intégralité de la première interview d'Emmanuel Macron en tant que candidat. C'est tout de suite après ce journal sur le canal 26. Et puis on se quitte sur ces images de notre champion Néroli qui retrouve ses terres de Saône-et-Loire après une semaine ô combien éprouvante dans la capitale. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info et votre JT personnalisé sur l'application TF1 Info.